Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup à Josiane, Caroline, Roger et Gétro pour l'organisation de cet atelier qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de l'atelier que j'ai donné en février. Peut-être que pour préciser par rapport à ce que Josiane vient de dire, ce que je vais faire aujourd'hui s'inscrit à la fois dans une vision communautaire de l'engagement des jeunes dans les organismes communautaires, mais plus largement dans les organisations au sens large, c'est-à-dire que ce soit dans le milieu communautaire, dans le milieu institutionnel, dans le milieu privé, c'est de comprendre quelque part peut-être les rouages de l'engagement, les modalités des engagements de la jeunesse. C'est peut-être ça que je vais vous inviter à discuter aujourd'hui et surtout d'avoir un atelier interactif. En fait, je vais surtout faire une présentation un peu large, brosser un peu le portrait de ce que j'entends par cette jeunesse franco-ontarienne, ce que j'entends aussi par la notion de jeunesse, et de comprendre les enjeux peut-être de cette jeunesse franco-ontarienne dans toutes ses particularités, sa diversité et ce qui rejoint plus largement les questions de la jeunesse. Donc, sans plus tarder, et je vais essayer de voir si on n'a pas de problème technique que mon PowerPoint s'ouvre. Normalement, j'ai juste à cliquer là. Ah, il n'est pas lancé encore, excusez-moi. Est-ce que vous le voyez bien? Super. Oui, c'est bon, on Donc, voit. comme je le disais, euh, cette, cette présentation s'inscrit, cet atelier s'inscrit dans une réflexion que je développe avec l'AFO, en fait, notamment depuis plus d'un an, mais aussi dans le cadre de mon poste que j'ai eu à l'école d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul de 2022 pardon, à septembre 2023, où j'ai pu travailler avec des jeunes d'Ottawa dans toute leur pluralité, toute leur diversité, comme je l'expliquerai un peu plus tard, pour comprendre peut-être qu'est-ce qui les motivait à s'engager dans divers projets. Et c'est pour ça que, en discutant avec Josiane, notamment, et Caroline, Roger et Gétro dans la préparation de cet événement, on s'est dit qu'on allait décloisonner peut-être la réflexion autour de l'engagement dans les organismes communautaires pour réfléchir à comment les jeunes franco-ontariennes et franco-ontariennes s'engagent finalement dans des organisations au sens large, dans des projets, dans des initiatives. Donc peut-être et là c'est là où je vais avoir un problème parce que, oui, c'est bon. Peut-être pour comprendre cette idée et réagir, parce que ce que j'aimerais aujourd'hui faire dans cet atelier, c'est surtout partir de cas concrets que vous rencontrez dans votre travail, dans votre propre mission en tant qu'acteur de terrain, acteur institutionnel. Euh, pour partir de ces études de cas et déconstruire un peu ce qu'on entend par cet engagement et comment encourager l'engagement de cette jeunesse dans toutes ses particularités et sa diversité. Peut-être, et c'est là où moi-même je voulais partir d'études de cas, puisque les jeunes que j'ai côtoyés sont des jeunes majoritairement urbains, et majoritairement ottaviens, et d'autres jeunes franco-ontariens, que ce soit dans des régions plus reculées de l'Ontario, ont d'autres réalités aussi. Et donc, de partir de ces réalités pour comprendre comment ma connaissance et mon expertise sur ces modalités d'engagement vous permettront de vous les approprier et de les déployer dans vos propres missions, dans vos propres projets. Mais d'abord, peut-être, pour revenir au plan, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est repartir de différentes notions, de ce que j'entends, par exemple, par la pluralité de la jeunesse contemporaine, de l'urbanité de la jeunesse contemporaine, qui pour moi est quelque chose de plus large que juste le fait de vivre en ville, avant de revenir dans un quatrième temps sur cet engagement de la jeunesse franco-ontarienne pour en discuter un peu plus de manière concrète, à partir de vos questions ou de vos études de cas ou de situations que vous aurez rencontrées dans vos propres travaux. Et dans un cinquième et dernier temps, nous conclurons peut-être avec différentes perspectives qui nous permettront d'aller plus loin, chacun de notre côté, sur ces réflexions. Donc, peut-être, comme je l'expliquais un peu plus tôt, les ateliers que je mène avec l'AFO et la présentation que j'ai faite au congrès annuel de l'AFO en octobre dernier me permettent surtout de partir d'ambitions très sérieuses sur comment
sortir quelque part des sentiers battus et d'explorer le champ des possibles pour penser la jeunesse franco-ontarienne dans toute sa pluralité et toute sa diversité. Et plus particulièrement dans mon cas, ce qui m'intéresse, ça va être son urbanité, c'est-à-dire ce que j'entends par un style de vie. Et c'est peut-être là la particularité de mon approche. Mais qu'est-ce que j'entends, moi, par l'urbanité de la jeunesse franco-ontarienne? C'est pas juste une formule pour faire joli ou pour faire sensation, c'est surtout une ambition, quelque part, de repousser les limites de la théorie et des connaissances sur la jeunesse qui, je l'espère, se traduiront en actes, en renouvelant quelque part les méthodes de travail et les pratiques d'intervention et d'animation avec les jeunes, qui est un public, c'est-à-dire que les jeunes, ce que j'entends par les jeunes, c'est un public qui va être encore trop souvent considéré comme un problème, c'est-à-dire comme un mal en société. Donc, si cette proposition est ambitieuse, pardon, c'est pas un projet qu'on pourra résoudre quelque part dans cet atelier en 1 heure et demie avec une période de questions. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large, c'est une réflexion beaucoup plus ambitieuse, comme je l'expliquais un peu plus tôt, pour déconstruire ce qu'on entend par la notion de jeunesse et déconstruire à la fois nos pratiques en tant qu'acteurs de terrain ou acteurs institutionnels ou acteurs communautaires, pour comprendre comment nous-mêmes nous comprenons, nous concevons et nous percevons en fait cette jeunesse dans toute sa pluralité et quelque part réinterroger nos pratiques et nos espaces en fait institutionnels, nos espaces communautaires et nos espaces d'intervention pour accorder la place et c'est une place que cette jeunesse à laquelle cette jeunesse aspire quelque part. Donc, l'idée est surtout de proposer des pistes d'action et de réflexion donc qui permettront de prendre du recul sur nos approches et nos activités, que l'on soit universitaire, que l'on soit administrateur ou administratrice, ou que l'on soit un bailleur de fonds, ou encore une praticienne ou un praticien. Donc, dans le cas de l'AFON, justement, comme l'expliquait Josiane en ouverture, il est surtout question de la pérennité de la francophonie ontarienne, avec un enjeu de transmission de la revendication des droits, ce que je nommerais peut-être une forme de résistance ou de lutte pour la reconnaissance des droits des minorités francophones au Canada. Et je vois que Caroline lève la main. Est-ce que c'est pour poser une question? Oui, j'ai vu une question dans le chat de Aja Bessler qui a demandé à quel groupe d'âge fais-tu référence lorsque tu parles de jeunesse? Peut-être que je répondrai à la question par la suite, puisque c'est précisément ce que je souhaite contester, en fait. C'est-à-dire que l'âge n'est qu'une conception biologique de la jeunesse. Ce que j'entends par la jeunesse, c'est une conception beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est à la fois l'âge, mais aussi une approche de style de vie ou d'une conception de la jeunesse à partir de la perspective des personnes qui se considèrent elles-mêmes comme jeunes. Donc, c'est-à-dire que l'âge est une façon de concevoir la jeunesse. Il y en a d'autres, il y a à la fois à partir des générations, à partir du style de vie, à partir d'une culture aussi. Donc, c'est surtout peut-être cette approche qui va me permettre de revenir. Mais je vous invite peut-être, je vais vous faire une courte présentation de quelques minutes et on aura l'occasion d'en discuter, justement, à partir de quel groupe d'âge, puisque peut-être pour reprendre la question d'Aja, c'est sûr que, par exemple, dans les demandes de subventions, dans des approches institutionnelles, l'âge va être déterminant pour structurer en fait le projet, structurer les initiatives. Mais l'âge comme critère de définition de la jeunesse est aussi quelque chose qui va restreindre peut-être ce qu'on pourrait entendre par la jeunesse. Et je prendrai un exemple très concret, même si je ne voulais pas répondre à la question, mais je vais y répondre quand même. Par exemple, quand un ou une jeune a 18 ans et que les espaces communautaires ne sont réservés aux jeunes de moins de 18 ans, comment on peut lui dire le jour où cette personne atteint 18 ans, de dire ben, en fait, c'est plus le moment, ce n'est plus un espace qui t'est accessible. Et c'est quelque chose de pas évident en fait à gérer à la fois de la perspective institutionnelle ou de l'organisme et de la perspective du ou de la jeune qui se retrouve quelque part mis à la porte en fait par ce critère biologique très précis de l'âge. Et peut-être que ce ou cette jeune n'est pas prêt en fait ou n'est pas prêt ou a encore besoin peut-être du service qui va lui être offert. Et c'est précisément pour ça que ma propre conception de la pluralité de la jeunesse vient bousculer un peu ces critères qui vont nous permettre de concevoir et de percevoir la jeunesse. Donc, si je reprends un peu ce que j'étais en train de dire, et ce qui va nous intéresser peut-être aujourd'hui, la jeunesse franco-ontarienne, dans sa spécificité, ça va être une jeunesse en contexte minoritaire, linguistique, mais qui elle-même va
questionner, en fait, c'est là aussi, si on reprend cette question de génération, ce qui se joue, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes les jeunes d'hier sont les parents d'aujourd'hui ou les adultes d'aujourd'hui. Donc, cette conception de l'âge ou de la transmission ou de la génération va venir structurer, en fait, le rapport entre les individus, entre les groupes sociaux, notamment ce groupe social qu'on appellera les jeunes. Donc, ce qui va être question pour moi, peut-être plus spécifiquement au-delà de l'âge, ça va être une question de place. Une place, pas juste en termes de position sociale, une question de place en termes aussi de lieu et d'espace. C'est précisément ce qui va m'intéresser dans cette pluralité de la jeunesse. Quels sont le groupe social, le ou les groupes sociaux qu'on va identifier à la jeunesse, mais aussi le ou les espaces de ces jeunes précisément. Donc, et en particulier ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse franco-ontarienne, quels sont les lieux où est la place de cette jeunesse franco-ontarienne dans la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités francophones au Canada et en Ontario en particulier. Donc, c'est vraiment cette notion de place qui va être centrale dans ma conception de la jeunesse. Puisque il me semble que ce qui est en jeu reste la négociation de cette place entre les différentes générations et la préoccupation de cette différente génération, à la fois les préoccupations des anciennes générations et les préoccupations des nouvelles générations, mais pas juste leurs préoccupations, leurs aspirations aussi. C'est précisément ça qui va se jouer pour moi dans cette notion de place de la jeunesse franco-ontarienne. Donc, peut-être pour poursuivre un petit peu au-delà de l'introduction, c'est précisément ce qui va se jouer. Là, je reprends peut-être la question qu'on a posée avec cette notion d'âge et ce qui se joue autour de cette jeunesse, qui va être encore trop souvent abordée pour moi comme une sociologie, c'est-à-dire que dans mon approche, ça va être surtout une approche sociologique, mais plus largement en sciences sociales, comme une sociologie des mots, M-A-U-X, donc c'est-à-dire des problèmes, c'est-à-dire qu'on conçoit majoritairement les jeunes comme des problèmes, avant de les concevoir comme à partir d'autres références, de notions, de concepts, donc d'autres mots MOTS, qui permettraient d'appréhender cette jeunesse à partir justement de cette place, que ce soit à partir d'une place en termes de position sociale, position sociologique, ou position géographique, c'est-à-dire de lieu et d'espace. Ou encore plus largement, ce que j'expliquais déjà dans ma présentation au congrès annuel de l'AFO, concevoir la jeunesse comme un champ des possibles. C'est ça qui va être intéressant peut-être. À partir de l'âge, à partir des lieux, à partir de la culture, à partir du style de vie, à partir des aspirations de cette jeunesse. Donc, ce qui m'intéresse peut-être dans cet atelier aujourd'hui, c'est justement de partir de vos propres conceptions de la jeunesse, de vos propres perceptions de la jeunesse, pour à la fois comprendre et expliquer ce qu'on entend par cette jeunesse franco-ontarienne, mais précisément pour dégager de nouvelles perspectives sur cette jeunesse franco-ontarienne et particulièrement son engagement. Puisque je reste persuadé que la jeunesse franco-ontarienne, dans toute sa pluralité et toute sa diversité, à partir de sa place sociale et spatiale, a tout le potentiel pour répondre à la fois aux défis de sa génération et à ses aspirations dans l'ambition de la pluralité, la diversité et tout ce et toute cette lutte et la résistance du contexte franco-ontarien. Donc, justement, c'est-à-dire que là, on rejoint aussi peut-être la question que posait Adja Bessler un peu plus tôt, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on entend par jeunesse? Est-ce qu'on parle d'un groupe d'âge? Est-ce qu'on parle d'un style de vie ou est-ce qu'on parle de lieu, par exemple? Et peut-être la question que moi j'avais pour vous aujourd'hui, c'est qu'on prend un peu trop euh, on prend un peu trop la notion de jeunesse pour acquise. C'est-à-dire que ce qu'on entend même par jeune jeunesse est rarement questionné. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes une idée de la jeunesse, des jeunes, comme individus, comme groupe social, comme tendance même, j'aurais dit, comme génération aussi, comme je l'expliquais un peu. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par jeunesse? Et qu'est-ce qu'on entend par jeunesse franco-ontarienne? Est-ce que c'est une jeunesse qui parle français et qui vit en Ontario? Est-ce que ce sont des jeunes qui vivent en Ontario et qui sont francophiles? Est-ce que ce sont des jeunes aussi
qui sont franco-ontariens depuis plusieurs générations? Est-ce que ce sont des nouveaux arrivants? Ou est-ce que ce sont, par exemple, des jeunes, des personnes noires et racisées qui vivent en Ontario et qui sont francophones? Et c'est peut-être ça qui m'intéresse dans vos propres conceptions et perceptions de la jeunesse, puisque ce qui est en jeu, c'est qu'est-ce que sont les jeunes et qu'est-ce que font les jeunes. Et vous verrez que peut-être à partir des définitions que je vais vous présenter, cette question m'intéresse et m'interroge depuis plusieurs années, puisque en assistant à la fois à des rencontres universitaires ou à des rencontres d'intervenants ou des rencontres communautaires, j'entends très souvent parler des jeunes, mes jeunes, les jeunes, leurs jeunes, ces jeunes, nos jeunes ou des jeunes plus largement. Donc, euh, quand j'entends ces notions, qui sont prises pour acquis pour moi, je me demande souvent de qui on parle, comment on en parle et qu'est-ce qu'on attend précisément de cette catégorie de personnes et de leurs engagements en particulier. C'est-à-dire, tout le monde a une conception, en parlant de mes jeunes ou de nos jeunes, de ce qu'on attend de ces personnes ou de ces individus. Donc, peut-être pour revenir sur des éléments de définition très rapides, ce que je conçois, et c'est là que je partirai de la conception du sociologue Pierre Bourdieu, qui nous dit que la jeunesse n'est qu'un mot. Donc finalement, ce qu'on entend par jeune, jeunesse, c'est à la fois un signifiant peut-être vide pour identifier un groupe de personnes à qui on attribuerait certains facteurs et certains critères, y compris celui de l'âge. Mais Bourdieu nous dit aussi que la jeunesse est surtout un rapport de force entre différentes générations, c'est-à-dire un rapport de pouvoir intergénérationnel qui va cristalliser les peurs et les fantasmes de la société. Donc, au-delà de l'âge, qui est un critère déterminant, ce qu'on attribue aussi souvent aux jeunes et à la jeunesse plus largement, ce sont aussi les peurs et les fantasmes de la société. Et quand j'entends ce que je dis par peur et fantasme, c'est-à-dire ce qui nous fait peur, mais ce qui nous attire aussi, ce qu'on exotise aussi par la jeunesse. C'est-à-dire qu'on voit les jeunes à la fois comme menaçants, mais aussi comme l'avenir. C'est ça qui va être intéressant dans ce rapport de force. C'est à la fois une tension dans ce qui va nous menacer et ce qui va nous rassurer. Mais plus largement, si on poursuit sur cette question de définition, cette notion de jeunesse rappelle aussi des représentations qui vont être soumises à des influences idéologiques qui vont être extérieures à ce groupe de personnes dont on parle, qui va constituer surtout une catégorie par lesquelles on va exprimer ses peurs et ses fantasmes. Donc, ce qui est en jeu pour moi, c'est surtout de mettre, en parlant de la jeunesse, de ses engagements et de ses aspirations, de mettre en évidence ses rapports de pouvoir, ses peurs et ses fantasmes, quand on discute de cette population minoritaire, comme la jeunesse franco-ontarienne, avec la centralité de la question linguistique pour la jeunesse franco-ontarienne, mais aussi quand on discute de la minorité de la minorité. Par exemple, ce que sont au cœur même de la jeunesse franco-ontarienne, les jeunes de la communauté noire, les jeunes racialisés, les jeunes précaires, les jeunes des communautés LGBTQ, les jeunes des communautés autochtones, les jeunes en situation de handicap ou de limitation fonctionnelle, pour comprendre comment ces jeunes-là aussi font partie de cette jeunesse franco-ontarienne dans toute sa diversité et dans toutes ses réalités, dans cet enjeu linguistique et ces questions linguistiques qui va déterminer ce groupe social en particulier. Et ce qui se joue peut-être dans mon cas, c'est précisément cette urbanité. Et ce que j'entends par urbanité, au-delà de la question de l'âge, du style de vie et de la lutte, c'est aussi ce que j'expliquais un peu plus tôt, cette question d'espace, c'est-à-dire une forme de géographie de la jeunesse, c'est-à-dire les lieux et les espaces de ce groupe social duquel on parle, c'est-à-dire ce groupe de personnes, mais aussi ce monde, c'est-à-dire les univers de ces jeunes, à la fois dans leur position sociale et dans leurs lieux et les espaces qu'ils investissent. Donc, quels sont les espaces de la jeunesse franco-ontarienne et plus largement, quelles sont les formes d'engagement que l'on retrouve dans les espaces de la jeunesse franco-ontarienne? Et plus spécifiquement, pardon, pour notre atelier d'aujourd'hui, comment ces formes d'engagement se traduisent dans les différentes organisations? C'est l'exercice que je vais vous proposer
en termes de questions par la suite de ma présentation, pour comprendre comment ces formes d'engagement se traduisent à la fois dans les milieux communautaires, dans les milieux institutionnels, dans les milieux gouvernementaux et les milieux, par exemple, les entreprises privées, par exemple. Donc, et surtout, peut-être que sur quoi j'aimerais revenir, c'est mon propre travail en tant que professeur à l'école d'innovation sociale et aujourd'hui au Centre Urbanisation, Culture et Société s'appuie dans le cas de la jeunesse franco-ontarienne sur différents ateliers que j'ai menés à l'école d'innovation sociale. Premièrement, un atelier d'innovation sociale avec 50 jeunes ambassadeurs qui venaient de toute la francophonie des Amériques, à la fois du reste du Canada, et en même temps du Brésil, du Chili, de Cuba, des États-Unis et de la Guadeloupe et des Caraïbes plus largement, euh, pour comprendre comment ces jeunes comprennent leur forme d'engagement, c'est-à-dire comment ces jeunes extérieurs à la francophonie canadienne comprennent la francophonie canadienne et la saisissent et discutent avec cette francophonie ontarienne. Dans un deuxième temps aussi, ce que j'ai fait à partir de mon travail, c'est de partir aussi d'ateliers d'innovation sociale avec des jeunes d'écoles secondaires de l'Ontario, c'est-à-dire des jeunes de Cornwall, des jeunes de Hawkesbury et des jeunes d'Ottawa. Entre 2022 et 2023, à peu près 135 jeunes, j'ai rencontré dans des ateliers qui concernaient une question précise, une thématique précise. Comment mon projet peut-il changer le monde? Donc, dans ces ateliers, ce qui ressortait, c'était précisément les modalités de l'engagement de ces jeunes. Qu'est-ce qui les motivait? Qu'est-ce qui les stimulait? Les enjeux environnementaux, la justice sociale, l'antiracisme. Donc, comment ces ressorts jouaient sur leur engagement? Et dans un troisième temps, ce qui m'a aussi animé comment dire, ce qui a alimenté quelque part ma réflexion, c'est aussi 2 journées d'atelier complètes autour de la même question de l'innovation sociale. Comment mon projet peut-il changer le monde? Avec 70 jeunes d'une école d'Ottawa, l'école secondaire Franco-Cité, pour comprendre là aussi les ressorts et les modalités de cet engagement. Donc, ces ateliers m'ont surtout permis d'identifier justement ces modalités et de l'engagement à partir des espaces, des lieux significatifs pour la vision du monde de cette jeunesse en particulier, cette jeunesse franco-ottavienne, à partir de leur rapport au monde, de leur rapport à la ville et de leur rapport à l'urbanité, c'est-à-dire ce style de vie qui m'intéresse, c'est-à-dire à la fois en tant que position sociale et en tant que lieu et espace dans la ville. Donc, c'est à partir de cette perspective que je vous propose ces différentes questions pour l'atelier d'aujourd'hui, qui va alimenter justement notre discussion, mais aussi de la définition de la jeunesse qui dépasse justement la conception strictement biologique de la jeunesse. C'est-à-dire, ce que j'entends pour moi par jeunesse, c'est une série de dispositions, de structures mentales et cognitives, de manières d'être et de se sentir. Donc, c'est une structure qui va être associée au fait d'être jeune, c'est-à-dire l'âge, par exemple, mais qui va être aussi négociée avec les adultes, en se taillant les propres espaces sociaux et culturels, comme nous le disent Herrera et Baya, et en se rebellant, justement. C'est là où c'est un rapport de force, un rapport de pouvoir. En se rebellant contre l'establishment, c'est-à-dire l'ordre de ces espaces, l'ordre de ces institutions et l'ordre de ces organisations, à partir de sous-cultures et en innovant de manière permanente et en s'inquiétant. C'est là où je parlais d'aspiration dans le futur statut d'adulte. Donc, ce que je vous propose pour poursuivre l'atelier, c'est de partir de ces 3 questions. Quels sont donc les espaces de la jeunesse franco-ontarienne? Quelles sont les formes d'engagement dans ces espaces de la jeunesse franco-ontarienne? Et comment ces formes d'engagement se traduisent dans les différentes organisations, que ce soit institutionnelles, communautaires ou privées, par exemple? Je pourrais revenir sur les différentes définitions si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi poser d'autres questions si vous le souhaitez également, mais c'est ces 3 questions que je voulais qui ouvrent notre échange d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions, même sur la présentation. Mais c'est surtout ce que je voulais, c'est d'ouvrir d'ouvrir la discussion sur ces différentes questions.
Je vois que Josiane a la main levée. Oui, c'est pour te demander, Leslie, comment tu voudrais qu'on procède. Est-ce que donc on fait, les gens peuvent lever la main pour réagir ou poser des questions. Comment tu voudrais qu'on procède? Et puis, si tu peux, s'il te plaît, mettre les trois questions en chat, comme ça, donc on peut les regarder encore. Bien sûr. Ce que j'allais proposer, c'est que peut-être qu'on peut revenir sur les questions qui ont déjà été posées, celle d'Aja Bessler, par exemple, pour poursuivre peut-être par la suite sur, euh, je l'envoie à tout le monde, sur d'autres questions et les autres questions que j'ai posées. Mais peut-être pour revenir sur la question d'Aja, je ne sais pas si elle veut réagir ou si elle veut sur cette notion d'âge à partir de la dernière définition que j'ai présentée, sur ce que j'ai expliqué. Là aussi, je pourrais mettre cette définition dans le chat, par exemple, ou revenir sur la, 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 la diapo. Ben, je pense en fait, c'est que ça revient un peu à ce point où tu dis, les gens parlent souvent de jeunesse et prennent pour acquis sans la définir. Et justement, c'est que moi, j'essayais de comprendre quand tu parlais de j'ai rencontré des jeunes, j'ai consulté des jeunes, j'ai travaillé avec des jeunes à l'Université Saint-Paul et tout ça. J'essayais de comprendre un peu, toi, avec quelle définition toi tu opérais quand tu parlais est-ce que tu parlais justement des adolescents ou de jeunes adultes et tout ça, parce que je pense, pour moi, justement, c'est un groupe très Mais, pluriel, mais aussi les approches de si on parle de comme l'engagement et l'intégration de mineurs versus de majeurs, juste comme structurellement, légalement, il y a des différences importantes entre ces deux groupes d'âge-là. Donc, j'essaie juste de comprendre avec quelle définition toi tu opérais, parce que je suis consciente que on n'est pas tous dans la même jeunesse. et c'est peut-être là, je vais peut-être repartager la dernière définition que j'ai mise, mais j'ai l'impression que mon ordinateur est en train de bloquer. Il ne veut pas me laisser partager l'écran. Mais c'est la définition d'Herrera et Bayat que j'expliquais. Après, il faut aussi comprendre ma propre positionnalité. Je suis un universitaire qui a travaillé dans l'intervention, dans le communautaire, mais qui est très sensible aussi aux réalités administratives, c'est-à-dire que, comme tu l'expliquais un peu, cette notion de mineur et de majeur est centrale, par exemple, quand on va faire un travail dans la protection de la jeunesse, tandis qu'elle va être plus abstraite et plus fluide quand on va faire de la recherche fondamentale, par exemple. Et c'est peut-être là où moi, dans mon travail, je vais bousculer peut-être ce qu'on prend pour acquis, cette construction sociale de la minorité en termes juridiques. Qu'est-ce que ça signifie d'être mineur, c'est-à-dire avoir moins de 18 ans, et qu'est-ce que ça signifie d'être majeur, c'est un peu que j'ai expliqué, c'est-à-dire quand on va avoir des espaces qui seront réservés aux mineurs et d'autres espaces qui vont être réservés à des jeunes de moins de 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait à la fois en tant qu'intervenant ou intervenante, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'administrateur ou administratrice quand un ou une jeune qui franchit cet âge limite a encore besoin des ressources qui sont à sa disposition. Ou quand on sent que cet espace auquel cette personne avait accès est structurante dans son quotidien, mais son âge ne lui permet plus d'y avoir accès ou ne permet pas d'y avoir accès. C'est-à-dire que cette personne va être trop jeune, par exemple. Par exemple, si pour des espaces qui vont être réservés à des jeunes majeurs de plus de 18 ans, mais une personne qui aura 16 ans n'aura pas accès. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on conçoit? Et c'est pour ça que dans mon travail de réflexion et d'analyse, j'ai tendance à remettre en question ces conceptions très rigides, que ce soit biologiques ou autres d'ailleurs, pour accorder une forme de souplesse peut-être aux approches très administratives et institutionnelles et pour permettre en fait dans la pratique d'accorder comme une centralité, pas à la conception administrative de la chose, mais à l'expérience des personnes. Et non seulement des personnes, mais c'est-à-dire que des personnes qui vont être concernées, celles et ceux qu'on va appeler les jeunes, mais aussi des personnes qui vont les accompagner, c'est-à-dire les intervenants et les intervenants. Pour moi, je considérerais que si une intervenante ou un intervenant détermine que, au-delà de l'âge de la personne, cet espace peut lui être accordé et réservé,
je considérais que l'expertise de l'intervenant et de l'intervenante prime sur la catégorie administrative, par exemple. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Et je vois que mon ordinateur est complètement bloqué sur le partage d'écran, donc je vous vois à moitié, très honnêtement. Il y a deux autres questions, Leslie, donc, qui ont été posées par écrit, donc par Julie Laflamme. Donc, il dit, Leslie, pouvez-vous nous entretenir sur les résultats de vos démarches avec les 135 jeunes de l'Est ontarien et votre rencontre avec Franco-Cité? En fait, je vais expliquer peut-être un peu comment j'ai fonctionné avec les jeunes du secondaire, les 135 jeunes dont j'ai parlé du secondaire, et l'école de Franco-Cité. Donc, pour les 135 jeunes, c'était des rencontres qui permettaient à la fois de présenter l'école d'innovation sociale autour de la question de comment mon projet peut-il changer le monde. Donc, c'est un atelier de 2 heures dans lequel, à partir d'une présentation, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, je présentais ce que nous, on entendait à la fois à l'école par l'innovation sociale, que ce soit à la fois les systèmes d'oppression sur le patriarcat, le capitalisme, le racisme et le sexisme, ou les enjeux environnementaux, par exemple, et de partir de cette conception que nous avions en tant qu'équipe de l'école de l'innovation sociale pour comprendre quelle était la conception des jeunes sur ce qu'ils entendaient comme innovation sociale et ce qu'ils entendaient comme projet pour changer le monde. Donc pendant 2 heures, ce que je leur demandais après la présentation, c'était de travailler en petits groupes sur comment un projet qu'il ou elle aurait développé aurait pu changer le monde concrètement, c'est-à-dire à partir des réflexions qu'ils avaient, des sensibilités, des aspirations que j'expliquais, pour comprendre précisément quels étaient, et c'est pour ça que je parlais de ressorts et de modalités de l'engagement. Donc, ce qui ressort très rapidement des ateliers très courts, c'était des enjeux, une sensibilité sur les enjeux environnementaux, sur, par exemple, l'intimidation à l'école, sur le racisme aussi, la justice sociale, l'accès à l'éducation. Donc, c'est précisément ça qui m'intéressait, de comprendre quelles étaient les sensibilités, les aspirations de cette jeunesse et quels défis il et elle voyaient pour l'avenir dans leur rapport au monde, dans leur quotidien, quelque part. Donc, et j'ai pas les résultats, j'ai pas de résultats très concrets, ce que j'expliquais déjà au congrès annuel, mais c'est surtout d'avoir ces sensibilités. Donc, ce qui moi m'intéressait pas tant les thématiques, c'est de comprendre comment les jeunes sont déjà prêts et équipés en fait, et ont des outils innovants pour s'emparer et se saisir d'enjeux contemporains, que ce soit, comme je l'expliquais, le sexisme, le patriarcat, le racisme ou la justice sociale. En fait, pour moi, dans ces ateliers très courts, ce qui ressortait déjà, c'était des tactiques, des actions, des répertoires d'actions, des outils qui bousculaient un peu ce qu'on prend pour acquis dans le monde adulte, pour le dire très simplement, ou les encadrant plus largement. Et c'est là où peut-être, et là je reviendrai sur ces ateliers avec l'école Franco-Cité, qui étaient beaucoup plus longs. Les ateliers avec l'école Franco-Cité étaient des ateliers sur une journée à partir de la même question. Comment mon projet peut-il changer le monde? Donc le matin, on avait une réflexion sur ce que ces étudiants et étudiantes entendaient par innovation sociale, entendaient par développer des outils, entendaient par développer des projets, pour après, là aussi, les faire travailler sur un plan d'action très concret à partir des thématiques qu'ils auraient choisies, qui rejoignaient très rapide, qui rejoignaient aussi la thématique des étudiants du secondaire, eux étaient surtout sur 2 heures. Et là, sur toute la journée, c'est en petits groupes, les étudiants et étudiantes de l'école Franco-Cité développaient un plan d'action concret, notamment par exemple autour des enjeux environnementaux, sur comment développer des outils pour sensibiliser les autres jeunes à ces enjeux environnementaux et leur donner des outils concrets pour avancer. C'est-à-dire c'était des plans de communication, c'était des campagnes publicitaires, c'était des actions à mener dans les écoles, dans les institutions. Donc, pour moi, si vous entendez par résultat
la stimulation à l'engagement, c'est précisément ça qui était intéressant pour moi. Un des résultats central de ces ateliers, que ce soit des ateliers très courts de 2 heures ou des ateliers sur une journée entière, c'était surtout de voir comment cette jeunesse d'Ottawa, des écoles secondaires, avait la capacité et les outils de développer ses propres actions. Mais ce qui leur manquait et qui était là aussi central dans leur démarche, c'est de leur accorder cette place, c'est de leur accorder à la fois une position légitime, crédible et valorisante qui leur permettrait d'investir des espaces en amenant de nouveaux outils. C'est ça, c'est précisément ça qui va être intéressant. Cette innovation, des nouveaux outils, des nouvelles formes d'action, des nouvelles formes d'engagement. Donc, un des résultats majeurs de ces différents ateliers, c'était que ces jeunes que j'ai rencontrés avaient déjà des outils, avaient déjà de la créativité, avaient déjà des formes d'innovation pour mener des actions concrètes sur des enjeux qui touchent tout le monde. Deuxième question, je pense, et là je reprends Josiane, leur style de vie, leur forme d'engagement et ce qui les motive, leur univers. Je pense que leur style de vie, et c'est là peut-être la particularité de cette jeunesse franco-ontarienne, c'est d'évoluer dans le contexte minoritaire linguistique dans un milieu qui ne va pas forcément, où toutes les institutions, que ce soit les institutions d'éducation, de santé et de prévention au sens large, ne va pas forcément prendre cette particularité ou dans toute sa complexité, cette notion linguistique, c'est-à-dire qui retrouve aussi ce qui se retrouve aussi dans d'autres enjeux, ce que j'expliquais, l'accès aux services en français pour tous et toutes en contexte minoritaire. Donc, ces jeunes franco-ontariens ont cet enjeu linguistique, mais c'est ce que j'expliquais aussi. C'est-à-dire que les jeunes que j'ai rencontrés étaient dans un contexte comment je pourrais dire ça, d'une complexité encore plus avancée. C'est-à-dire, ce que j'explique, les jeunes des minorités noires, des minorités racisées, les jeunes avec de la diversité sexuelle, des jeunes des communautés autochtones. Donc, comment prendre en compte dans ce contexte minoritaire les jeunes encore plus à la marge de ce contexte minoritaire linguistique. C'est ça aussi que je retrouvais peut-être comme réflexion dans les ateliers que j'avais. Et c'est précisément ça qui va être intéressant à questionner, peut-être à la fois dans des recherches futures, mais à partir aussi, c'est pour ça que je vous posais la question pour aujourd'hui, de vos propres situations, de vos propres études de cas. Puisque ce que je veux éviter peut-être pour finir ma réponse à la question, c'est de me positionner en tant qu'expert de cette jeunesse. Les experts de cette jeunesse, c'est cette jeunesse elle-même. Ce sont ces jeunes eux-mêmes. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Julie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais peut-être vous entendre, peut-être s'il y a une personne ou une personne qui travaille dans un milieu particulier, qui aurait une question sur ce milieu particulier, puis justement, comment vous interagissez avec cette jeunesse franco-ontarienne, quels sont les défis que vous rencontrez, quelles sont les formes d'engagement peut-être qui vous questionnent sur cette jeunesse franco-ontarienne, à la fois dans leur réalité et leurs conditions de vie, et comment vous le voyez, c'est ça peut-être même sur les notions que j'ai proposées sur cette pluralité, cette urbanité, et de voir comment on peut développer ce que j'expliquais un peu, de changer les façons de faire, de changer les pratiques, et de questionner les perceptions et les conceptions qu'on avait sur cette jeunesse. C'est l'échange qu'on a eu
justement avec Adja Bessler et la question que posait Julie Laflamme sur les styles de vie et les formes d'engagement. Oui, je crois que Julie Payette a levé la main. Je vais essayer d'être claire, même si ma question n'est pas très claire dans ma tête. En fait, ce que je retiens de toutes les nuances que vous apportez, c'est qu'il y a beaucoup une question d'auto-identification. Jusque quand est-ce qu'une personne se sent elle-même jeune? Mais je me demande, c'est quoi les dérives qui peuvent être liées à ça? Parce que souvent, si on décide d'offrir un espace qui restreint, par exemple, à l'âge ou même à certaines minorités dans les minorités, c'est parce qu'on a identifié dans le milieu communautaire des besoins propres à ces sous-groupes-là. Donc, si on essaye d'être flexible, d'être fluide et d'accorder plus de place à l'auto-identification, puis en considérant justement que les jeunes vont être experts d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas un danger que ce soit pas les bonnes personnes qui se retrouvent dans ces espaces-là qu'on a c'était avec des conditions propres aux besoins identifiés? Fait que finalement, on voit qu'il y a besoin pour une communauté spécifique. On met un espace en place avec des règles administratives ou même s'il n'y a pas de règles administratives, il y a quand même des règles informelles de participation. Mais comment est-ce qu'on trouve en fait l'équilibre entre la structure qu'on va créer, que ce soit dans un projet, un programme, un événement ou un espace physique, et la fluidité nécessaire que vous mentionnez là, pour laisser toute la place à la jeunesse. Fait que question un peu complexe. J'espère que j'étais claire, mais j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Vous avez été très clair. Vous avez été très clair et j'aime beaucoup la question. Et je pense que c'est ça qui moi-même me motive en fait. C'est la complexité de ce type de questions. Mais peut-être que j'allais vous poser une question moi avant de répondre. Est-ce que votre question vient d'un travail dans un milieu particulier ou Moi, d'un engagement je travaille dans le réseau jeunesse pan-canadien. Fait que la jeunesse franco-ontarienne fait partie de ça. Moi, je travaille pour la Fédération de la jeunesse canadienne-française, donc on a un réseau de jeunes vraiment partout au pays avec des conditions différentes. Mais ma question porte vraiment sur la définition, l'équilibre entre l'autodéfinition puis la définition administrative de la jeunesse que vous avez proposée. En fait, et vous allez trouver ça étrange, mais je vais vous répondre par d'autres questions, là aussi. Euh, Déjà, la première chose, je pense que ce que vous avez dit, s'il y a une autodéfinition, je pars sur, vous avez bien identifié l'idée de s'autodéfinir, de partir de la conception de ces jeunes qu'on va identifier, sur comment eux-mêmes se définissent comme jeunesse. Mais en même temps, est-ce qu'on ne prend pas à la fois, dans une perspective administrative ou institutionnelle, on ne prend pas pour acquis une assignation, en fait. C'est-à-dire que l'âge comme catégorie qui va opérer pour définir qui sont les jeunes n'est pas, est-ce que cette notion n'est pas déjà une construction en soi, c'est-à-dire une assignation d'une catégorie? Et c'est une vraie question. C'est pas, je ne sais pas si on pourra y répondre tout de suite aujourd'hui, mais pour moi, il y a une tension entre l'autodéfinition, comme vous l'avez nommé, mais qui pour moi est une forme d'autodétermination et une forme d'assignation d'un autre côté. Et c'est précisément dans cette tension-là qui, moi, va m'intéresser pour définir la jeunesse. Et je ne sais pas si vous avez retenu aussi la définition que j'ai utilisée. Justement, volontairement, j'utilise, comme vous l'avez bien nommé, cette fluidité et cette flexibilité pour bousculer les représentations administratives et institutionnelles. Puisque au-delà de l'autodéfinition, ce qui est beaucoup plus opérant, c'est-à-dire ce qui fonctionne au quotidien dans la vie des jeunes, c'est cette définition administrative, auquel ils ont rarement l'occasion à la fois de la contester, de la discuter, de la négocier, de la perspective administrative et institutionnelle. C'est pour ça aussi, et c'est là où dans ma réponse à la première question, j'ai aussi nommé, hein, c'est-à-dire que moi, je m'exprime de la perspective d'un universitaire, donc au quotidien, et vous l'avez bien identifié aussi, c'est difficile d'arriver avec une approche flexible et fluide quand les besoins spécifiques de jeunes mineurs vont être en jeu. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est cette capacité d'action
des personnes encadrantes aussi. Donc, quand une personne encadrante ou une personne qui travaille dans l'administration, quelles sont les marges de manœuvre pour les personnes qui travaillent dans l'administration et les personnes encadrantes pour avoir des cas particuliers? C'est ça aussi qui va être intéressant dans cette tension entre l'autodétermination et l'assignation. Et c'est peut-être ça qui va m'intéresser pour définir plus largement la jeunesse. Et je pense que vous l'avez bien nommé, c'est-à-dire que de la perspective institutionnelle et administrative, nous avons besoin d'identifier des besoins spécifiques pour un groupe de personnes spécifiques. Donc, je reprends aussi ce que disait Aja Bessler au début, c'est-à-dire que quand les besoins spécifiques vont concerner les mineurs, est-ce qu'il n'y a pas des risques de, de rendre le service ou le projet accessible aux majeurs? C'est comme vous l'avez dit. Et c'est pour ça que vous avez bien nommé les bonnes personnes. Mais là aussi, moi j'ai une question pour vous, en fait, et pas pour vous au sens large, hein, pas juste Julie Payet pour vous mettre sous le feu des projecteurs, mais c'est-à-dire qui détermine qui sont les bonnes personnes dans les programmes, les initiatives et les projets qui concernent les jeunes? Est-ce que ce sont les jeunes eux-mêmes? Est-ce que ce sont les administrateurs ou les institutionnels? Est-ce que c'est une négociation entre les jeunes et les administrateurs et les institutionnels? Ou est-ce que c'est une discussion entre les jeunes, les personnes qui les encadrent, qui sont en contact direct avec eux, et les personnes qui gèrent, c'est-à-dire les gestionnaires et les administrateurs un peu plus éloignés des réalités du terrain? C'est précisément ça qui va m'intéresser. C'est-à-dire que peut-être que c'est moins une auto-identification qui m'intéresse qu'un processus. C'est-à-dire, quel est le processus qui construit ce qu'on entend par jeune comme individu et ce qu'on entend par jeunesse comme groupe social? Quel est le processus qui construit cette catégorie? Et est-ce que ce processus pourrait être construit de manière beaucoup plus participante, beaucoup plus collaborative et beaucoup plus flexible peut-être, ou à minima avoir une marge de manœuvre pour les personnes qui sont le plus en contact avec ces catégories qu'on entend par jeunesse. C'est peut-être ça, le processus qui m'intéresse. Est-ce que vous avez nommé autodéfinition, oui, auto-identification? Donc, et je suis curieux de vous entendre aussi, parce que c'est sûr que, et vous l'avez bien nommé, il y a des règles informelles qui se jouent dans ces espaces. Mais quelles règles informelles sont prises en compte pour construire la catégorie de jeunesse et l'accès à ces espaces, ces projets, ces initiatives? C'est peut-être ça qui, moi, m'intéresse dans le processus. Et c'est pas tant, parce que de manière provocatrice, je pense qu'au congrès annuel de l'AFO, ce que j'avais dit, c'est de donner les clés des institutions aux jeunes. C'était de manière moins provocatrice que je dirais. Ce qui m'intéresse dans la catégorie jeune et dans la catégorie jeunesse, c'est de construire de manière, de co-construire les catégories à partir d'une vision gestionnaire et administrative, à partir d'une vision encadrante, c'est-à-dire des personnes qui travaillent directement avec la jeunesse, les intervenants ou les praticiens et les praticiennes, et les personnes qui sont concernées directement, c'est-à-dire les jeunes dans toute leur pluralité et toute leur diversité, à partir de ce style de vie, à partir de ces espaces, à partir de cette position sociale qu'ils et elles vont occuper. C'est peut-être ça la réflexion que je mène à partir de ces ateliers, pas juste les ateliers que dans les écoles secondaires en Ontario, les ateliers aussi, par exemple, les approches, les projets communautaires avec la jeunesse, c'est-à-dire comment on conçoit une approche beaucoup plus adaptée, réflexive sur cette notion de jeunesse et sur les catégories de personnes avec lesquelles on travaille et leur réalité quelque part. Ce que j'ai nommé un peu plus tôt le monde des jeunes ou les univers des jeunes. Et j'ai l'impression que j'ai répondu à votre question avec beaucoup plus de questions, mais c'est peut-être ça le travail des universitaires aussi. Je ne sais pas si, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Oui. Parce que j'essaie de formuler un peu ma question par rapport à cette question d'âge. Oui, je suis très consciente que comme mineur, majeur, c'est une construction sociale, mais je pense
qu'organisme, quand on parle de l'implication de la jeunesse, quand on parle de l'implication de jeunesse dans des structures de gouvernance ou des structures décisionnelles, que on est aussi stock à travailler avec cette construction. Légalement, hein, un jeune qui n'a pas 18 ans ne peut pas siéger avec droit de vote sur un conseil d'administration. Donc, on a bien beau vouloir dire, ben, c'est juste une construction sociale, puis on devrait donner cette voix aux jeunes ou cette place décisionnelle aux jeunes, mais comme légalement, on ne peut pas le faire de la même façon d'un jeune qui a 20 ans versus un jeune qui a 16 ans. Donc, je pense, oui, c'est une construction, mais oui, comme organisme, il faut prendre en compte ces choses-là parce que je pense que ça prend des structures qui sont différentes pour pouvoir donner cette place aux jeunes, pour pouvoir leur accorder un espace au sein des organismes, puis une voix décisionnelle quand on est stock avec des structures de gouvernance qu'on n'a pas nécessairement choisi nous-mêmes, mais à laquelle on doit s'adhérer parce qu'on est des OBNL, puis ça, c'est un peu nos structures avec lesquelles on est pris. So, oui, je suis d'accord comme d'accorder cette place à la jeunesse au sein de nos organismes et tout ça, mais je pense que comme faut quand même œuvrer avec ces restrictions légales-là, même si en réalité, un jeune de 17 ans et demi puis un jeune de 18 ans ont souvent les mêmes besoins ou vivent peut-être pas réellement de grandes différences. Merci beaucoup pour votre réaction et les questions qui amènent, parce que c'est précisément ça qui va, et j'aime beaucoup la discussion qu'on a, mais peut-être que je reprendrai un peu ce que vous avez dit sur la notion de structure de gouvernance. Qu'est-ce qu'on attend d'un jeune qui va siéger sur un CA et qui n'aura pas le droit de vote? C'est-à-dire que ce ou cette jeune s'implique, c'est-à-dire apprennent les rouages institutionnels pour avoir la capacité, le temps venu, de prendre des décisions sur lesquelles sa participation va être très concrète. Mais je serais prêt aussi à remettre en question précisément ce processus-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie le fait de ne pas accorder le droit de vote à des jeunes sur des CA quand la mission de l'organisme concerne directement un service adressé à ces jeunes-là? C'est une question qui reste en suspens. Oui, Après, mais comme nous, comme organisme et groupe ici, on peut pas changer comme les lois de Corporation Canada ou la loi sur les OBNL de l'Ontario. C'est quelque chose qui nous est imposé sur lequel on n'a pas contrôle. Mais c'est précisément ça l'objet de ma question, c'est-à-dire que ce qui est pris pour acquis juridiquement, comment le questionner dans l'encadrement pour amener à former cette jeunesse dans ces différents engagements. Et en fait, je prendrai l'exemple des conseils jeunesse, des conseils municipaux jeunesse, des parlements jeunesse, je pense au Québec ou à Montréal, qui, sans accorder le droit de vote sur des décisions, a une approche consultative de la jeunesse. Mais ce qui est en jeu, notamment en termes de gouvernance, c'est de former ces individus à prendre des responsabilités, si c'est ce qu'on entend par gouvernance, c'est-à-dire de responsabilité et imputabilité. Donc, je serais prêt, et je remets pas en question, c'est-à-dire qu'il y a des règles juridiques qui encadrent les OBNL, les OSBL, que ce soit dans tout le Canada. Mais c'est précisément ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifie ces règles pour voir comment accorder une place qui soit la plus adaptée aux réalités de la jeunesse, puisque c'est des enjeux qui la concernent directement parfois dans les missions comme vous l'avez dit, de ces OBNL. Je ne dis pas de ne pas respecter la loi. Ce que je dis, c'est comment on accorde une place plus adaptée à ces jeunesses, c'est-à-dire que ces différentes perspectives de la jeunesse, pour à la fois qu'elles comprennent ce qui les concerne dans la mission de ces organismes, et qu'elle ait une place, qu'on leur accorde une place au sens d'espace et de lieu décisionnel. C'est-à-dire que dans ces CA, ce qui sont pris, c'est des décisions qui vont les impacter directement. Donc, je ne remets pas en question le système juridique. Ce que je remets en question, c'est quelle place accorde-t-on
à cette jeunesse dans la formation qu'on leur accorde pour comprendre les enjeux auxquels ils font face, dans les solutions que elles et eux-mêmes pourraient avoir sur leur propre réalité et sur comment les OBNL dans leur processus décisionnel, et c'est là que je n'expliquais pas juste l'auto-identification, mais comment le processus prend en compte la perspective des personnes qui vont être concernées directement, c'est-à-dire leur jeunesse. Et c'est pour ça que si je me base sur les ateliers que je vous présentais un peu plus tôt, ou sur le travail de réflexion que j'ai avec des organismes communautaires, c'est-à-dire, c'est précisément ça. Ce que je remets en question, c'est les pratiques d'encadrement et d'intervention sur la place accordée à ces jeunesses, c'est-à-dire leur capacité de comprendre ces décisions et de se former pour être prêts lorsque ils seront juridiquement aptes à prendre les décisions, à s'impliquer et s'engager. C'est ça que je questionne surtout. Je pense que ça répond, mais c'est-à-dire c'est pour ça que c'est remettre en question nos pratiques sur des CA, sur des organismes communautaires en tant qu'encadrant, pour voir comment accorder une place beaucoup plus adaptée, inclusive à la perspective des jeunes, au-delà de la conception strictement juridique, tout en la respectant. Et je ne sais pas si vous voulez réagir à Ja ou si d'autres personnes veulent réagir. Mais je reviens aussi peut-être pour nuancer un peu, je rappelle ma position, hein, c'est-à-dire que je suis un chercheur universitaire qui pense de manière théorique ces questions. Dans les faits, euh, en- c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que je pense que vous êtes mieux placé, Ajat, à partir de votre travail pour savoir les marges de manœuvre dont vous disposez pour accorder cette place théorique sur laquelle je m'exprime. Mais c'est pour ça que je prenais l'exemple des conseils jeunesse, des conseils municipaux jeunesse, des parlements jeunesse sur lesquels on va former ces jeunes, sur lesquels on va leur accorder minimalement une perspective consultative, mais parfois une perspective beaucoup plus décisionnelle, concrète. Mais peut-être mon argument est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas pousser ces expérimentations plus loin? C'est peut-être ça que ma réflexion. Et surtout, au-delà de la pousser plus loin, c'est-à-dire qui sont sur ces conseils jeunesse, qui sont sur ces espaces où on forme la jeunesse. Et c'est là où je dis, en fait, est-ce que ce sont les jeunes à la marge de ces jeunesses, dans le contexte de l'Ontario, franco-ontarien, est-ce que les profils de ces jeunes ne suivent pas aussi une forme d'accessibilité, c'est-à-dire qui ont accès, qui sont les jeunes qui ont accès à ces espaces-là? Est-ce que dans nos pratiques, on ne peut pas avoir des perspectives beaucoup plus inclusives aussi pour aller chercher des jeunes et les former, pas juste les chercher, c'est-à-dire les former pour que différents profils de jeunes s'impliquent de plus en plus et s'impliquent de manière plus adaptée, quelque part, et se sentent beaucoup plus interpellés par ce qui se joue dans ces différents espaces, et précisément sur des espaces, par exemple, comme les CA, qui sont des espaces décisionnels concrets. Comment on crée des espaces décisionnels, des espaces où la responsabilité se joue, comme vous l'avez bien dit, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, les structures de gouvernance. Comment on forme les jeunes des marges à s'impliquer dans des structures de gouvernance qui impliquent de la responsabilité, de l'imputabilité, et justement des règles, qu'elles soient formelles, juridiques ou informelles, comme l'expliquait un peu plus tôt Julie Laflamme. C'est tout ce processus qui, moi, va m'intéresser, et je le rappelle, hein, de manière théorique, mais aussi de manière très pratique, en m'impliquant moi-même sur des CA ou avec des consultations jeunesse ou des projets jeunesse notamment, et qui va impliquer à la fois des jeunes mineurs et des jeunes majeurs, puisque qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir comment des jeunes, la formation par les pairs, comment les jeunes vont se former eux-mêmes et s'accorder euh, des, 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 des espaces et des places eux-mêmes, en fait, quelque part, dans leur propre socialisation. Donc, peut-être que
mon argument d'aujourd'hui dans les formes d'engagement de la jeunesse, c'était de questionner nos propres conceptions et nos propres perceptions sur ces différentes formes d'engagement et de voir comment on peut développer des approches créatives et innovantes pour impliquer les jeunes, y compris dans des espaces qui vont être, qui vont leur être plus compliqués à intégrer, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau des obstacles institutionnels, que ce soit au niveau des barrières même linguistiques, par exemple. Je vois que Adja, vous avez levé la main. N'hésitez pas, hein. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Je comprends que j'occupe beaucoup de place là, dans cette discussion. Je pense que j'ai de la misère à comprendre c'est quoi l'objectif de cette session d'aujourd'hui. C'est-tu de créer un dialogue entre nous, puis un échange de meilleures pratiques? Puis dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir cette conversation sans avoir des jeunes autour de la... Comme, où sont les jeunes dans cette conversation-là? Comme, parce que moi, je suis comme... Écoute, je peux t'en parler. Ça fait 20 ans que je fais de la formation de comme intégrer des jeunes sur des conseils d'administration. J'en fais beaucoup, puis je peux parler de structure de gouvernance, je peux parler de comme formation de jeunes, comme j'ai un long bagage avec le réseau jeunesse, les organismes jeunesse, puis l'implication des associations étudiantes et tout ça, mais c'est plus ma place d'avoir cette conversation-là, parce que si on parle de définition de jeunesse, surtout une définition qui inclut une relation de pouvoir, moi, je suis plus jeune dans ce sens-là parce que moi, je suis je suis dans la position de pouvoir, puis comme je m'auto-identifie plus comme jeune. C'est juste comme si le but, c'est d'avoir une conversation entre nous pour questionner ces choses-là, où sont les jeunes pour nous parler de leurs expériences ou de leur vécu ou de leur expérience dans des différentes structures de gouvernance et tout ça. Puis si on n'a pas de jeunes, puis on n'est pas à l'écoute des jeunes pour avoir cette conversation, ben c'est quoi l'objectif de cette session d'aujourd'hui? Je pense que je n'ai rien à rajouter avec ça. Vous avez répondu à à la question. Je pense que où sont les jeunes, c'est précisément euh, en fait, c'est précisément l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'est de favoriser les espaces pour l'accès à ces différents espaces aux jeunes. Donc peut-être que c'est l'invitation à la faux. C'est une invitation à la faux de laisser la place aux jeunes pour les présentations sur la jeunesse C'est bien et de noté la valoriser question. peut-être C'est bien noté la question et puis le commentaire d'Aja. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a une question de Julie Laflamme sur les jeunes que j'ai rencontrés étaient déjà impliqués. Oui, en fait, je pense que les jeunes, surtout qui étaient impliqués dans des projets, par exemple, de bénévolat, je pense qu'ils avaient des heures de bénévolat à faire dans des organismes communautaires. Je pense qu'à l'atelier d'innovation sociale, d'ailleurs, là où je travaillais, les jeunes ont mené des projets de bénévolat sur différents projets. Je pense à, par exemple, sur des projets d'alimentation, c'est-à-dire que il y a Just Food, si je me trompe pas, qui est un organisme sur l'alimentation. Il y avait différents jeunes des communautés noires on a fait un atelier sur la souveraineté alimentaire des communautés noires où on a organisé, par exemple, on a cuisiné ensemble un repas, en fait, avec des jeunes. C'est-à-dire que, et dans cette rencontre en particulier dans laquelle je parle, c'est avec un organisme communautaire et des jeunes étudiants qui étaient dans ma classe où on est allé dans cet organisme pour échanger autour de qu'est-ce qu'on entend par la souveraineté alimentaire des communautés noires en particulier, mais de la souveraineté alimentaire plus largement. Et on a préparé un repas ensemble qu'on a mangé ensemble. Et dans cet organisme, c'était différents jeunes des communautés noires majoritairement qui étaient engagés et qui travaillaient autour des systèmes alimentaires et de la question alimentaire en particulier. Juste pour donner un exemple très précis.
Et il y a d'autres formes d'engagement de mémoire. Les jeunes étaient très engagés aussi, l'école secondaire, je pense à Franco-Cité, sur des projets de justice environnementale, où je pense qu'il y avait des projets qui étaient développés au sein de l'espace scolaire sur des questions plus précises de mémoire, je les ai pas, mais c'est surtout ça que je retiens. Après, là, je vous ai parlé surtout d'un échange entre euh, des étudiants de ma classe, en particulier sur la question de la souveraineté alimentaire, qui est un des thèmes aussi que je travaille, et cet organisme de mémoire qui s'appelle, je sais plus le nom de l'organisme exactement, mais je pense que c'est Just Food, et qui avait justement un projet sur les systèmes alimentaires dans leur quartier. Il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres... Avec Oui. je vois qu'il y a une dernière question. Ben, en fait, c'est plutôt, avec les personnes autochtones et les jeunes, les jeunesses autochtones, c'est plutôt une invitation. Je pense que mon travail est surtout euh, central sur les communautés noires et les communautés racialisées. Je pense qu'avec les communautés autochtones, il y a tout un travail à développer avec les personnes qui sont expertes de ces communautés, les personnes autochtones qui travaillent avec les jeunesses des communautés autochtones. Mais dans mon cas, moi, dans les projets, notamment sur la souveraineté alimentaire, je développe des projets sur les questions de souveraineté alimentaire entre communautés noires et communautés autochtones en particulier. Mais il y aurait tout un travail à faire, en fait, surtout sur la question de la souveraineté alimentaire avec les jeunes, de sensibilisation, d'éducation et des développements de projets pour comprendre déjà le rapport au territoire entre les jeunesses des communautés autochtones et les jeunesses des communautés noires, par exemple. Et ce que ça signifie, en fait, qu'est-ce que signifient les systèmes alimentaires de la perspective de cette jeunesse des communautés noires, de son rapport au territoire, notamment, et des jeunesses des communautés autochtones dans leur système alimentaire et leur rapport au territoire. Et qu'est-ce que signifie l'alimentation, c'est-à-dire en termes de production, distribution et consommation, de leur perspective. C'est ça qui moi, m'intéresse à la fois dans l'échange entre communautés noires et communautés autochtones, mais qui serait quelque chose à creuser, par exemple, et là plus spécifiquement ancré dans différents espaces, que ce soit la jeunesse d'Ottawa ou les jeunesses en région, dans le reste des régions de l'Ontario, par exemple. C'est des choses à développer et des échanges à avoir, créé des passerelles sur ces différentes jeunesses et différentes expériences de jeunesse. Et je pense, là aussi, je rejoins aussi ce que disait Aja Bessler, les personnes qui sont les mieux placées pour en parler, ce sont les jeunes eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire les jeunes des communautés autochtones, les jeunes des communautés noires, des communautés racialisées, sur les échanges qu'il pourrait y avoir au niveau de différentes thématiques, que ce soit la justice sociale, la justice alimentaire, que ce soit la justice environnementale, par exemple, les projets que ces jeunes développent, en fait. Et là aussi, c'est une invitation à l'AFO, c'est d'avoir dans les ateliers des jeunes qui travaillent concrètement sur différents enjeux et d'avoir leurs témoignages sur comment ils ont construit leurs projets, leurs expériences et comment ils ont construit euh, ce, ce, leurs propres outils qui correspondent à leurs propres besoins. Et c'est là où, pour moi, peut-être, ma contribution, et c'est peut-être là l'objectif de l'atelier, c'est en fait un des premiers obstacles pour développer les projets de la perspective des jeunes, c'est surtout les obstacles à la fois administratifs, institutionnels et gestionnaires. Donc, comment la perspective gestionnaire, administrative et institutionnelle prend en compte l'expérience des jeunes, au-delà de la logique juridique, administrative et gestionnaire, par exemple. C'est ça qui m'intéresse moi en tant qu'universitaire et d'une perspective de, de réflexion scientifique. Puisque, en fait, précisément comme ce que je retiens de ce que disait Aja, c'est en fait
comment accorder une place à des jeunes quand, notamment sur des CA, des jeunes qui vont être contraints par l'âge, par l'accès, par l'éducation, à investir des espaces qui leur sont encore difficilement accessibles. Et je suis curieux de les entendre précisément sur ces points-là, d'entendre les personnes qui ont vécu, des jeunes qui ont vécu différemment ces enjeux, mais qui les ont, qui ont réussi à les transcender quelque part. Et je ne sais pas si ça répond, j'ai répondu très longuement à Julie Laflamme, mais j'espère que j'ai répondu. Et merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être donc on peut s'arrêter par ici. Merci à chacun, chacune d'avoir participé. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas vraiment de nous les envoyer par écrit. Et puis par après, donc on pourrait vous mettre en contact avec Leslie. Et puis aussi, si vous avez d'autres suggestions comme à celle qui vient d'être mise par Aja, on est aussi à l'écoute parce que ça nous permet vraiment donc de savoir ce qui est nécessaire dans la communauté, comment travailler ensemble et puis d'améliorer nos formations. Et je vais mettre dans le chat un lien pour le sondage. Et pour nous, c'est vraiment très, très important. Si vous pouvez prendre 1 à 2 minutes pour répondre à cette évaluation de la formation, justement pour nous donner les éléments qui vont nous aider à améliorer les prochaines formations. Vous pouvez juste cliquer là-dessus, même si vous déconnectez, donc vous aurez le lien pour y répondre. Et puis, un grand merci à Leslie. On apprécie énormément donc ta collaboration depuis les 2 dernières années. On a travaillé ensemble sur des projets d'ateliers et merci pour tout ce que tu as pu partager avec la FO, mais aussi avec toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers. Je réponds rapidement à Julie Laflamme qui a demandé des lectures à suggérer sur l'innovation sociale. Je viens de mettre un lien justement au centre de recherche en intervention et en transformation sociale, où vous y trouverez des publications, notamment sur la définition de ce qu'on entend par innovation sociale, sur des approches innovantes dans les projets et sur comment justement intégrer ce que je nommais un peu plus tôt, le processus réflexif sur questionner à la fois nos pratiques, nos façons de faire et la place que l'on accorde aux usagers pour parler, pas juste parler des jeunes, par exemple. Donc, vous trouverez tout un tas de ressources précisément là, mais il y a d'autres choses sur lesquelles n'hésitez pas à m'écrire aussi. Je vais vous mettre mon courriel si vous avez besoin d'autres ressources, que ce soit sur la jeunesse ou sur la question de l'innovation sociale ou sur les approches pédagogiques et innovantes, par exemple. Ah, voilà, Roger a mis mon courriel. Merci beaucoup, Roger. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Donc, tous les échanges enrichissants qu'on a pu avoir cet après-midi. Merci. Bonne journée.